Wow, voilà. Nous sommes là, aujourd'hui le 12 février 2020, j'allais dire 2019, parce que c'est récent. Nous voulons faire l'analyse politique sur l'actualité de la situation au Congo et nous allons un peu toucher ce qui se passe dans les Grands Lacs parce que le Congo fait partie des Grands Lacs. C'est d'ailleurs, j'allais dire, l'épicentre même de la région des Grands Lacs. Et avant de commencer toute chose, nous voulons d'abord vous saluer partout où vous êtes. Nous sommes Anglo-Congo. Nous venons faire des analyses et des projections par rapport à la situation politique du Congo, à l'actualité politique. Et c'est justement pour essayer de jeter un peu la lumière sur cette situation complexe pour que nos compatriotes congolais et même d'autres étrangers qui de temps en temps se connectent sur Anglo-Congo puissent comprendre la complexité de la situation et en déceler les causes multiples. Voilà, c'est ça l'effort, notre effort quand nous faisons l'analyse. Et nous disons avec beaucoup d'humilité que nous n'avons pas le monopole de la vérité. Nous essayons de nous informer auprès de sources crédibles, que nous estimons crédibles. Nous essayons d'interroger l'histoire. Et puis, nous regardons la situation en face. Ensuite, nous projetons l'avenir, nous disons, nous essayons de prédire qu'est-ce qui va se faire en fonction du passé qui a conduit au présent et le présent qui va influencer le futur. Voilà tout notre effort quand nous faisons l'émission. Alors, nous avons 3 points inscrits aujourd'hui dans notre agenda pour analyser. Évidemment, comme je l'ai toujours dit, nous allons aborder d'autres questions si vos questions et vos commentaires nous amènent à aborder d'autres questions que nous n'avons pas inscrites ici. Le premier point que nous allons analyser, c'est le journaliste congolais Jacques Makand limogé par la BBC. Le deuxième point, Peter Pham à Kinshasa. Vous savez, c'est l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Il est en séjour à Kinshasa. Et puis le troisième point, c'est le film L'homme qui répare les femmes, projeté à Kinshasa, le film du prix Nobel, le docteur Denis Mukwege, finalement, ce film qui parle de l'action, j'allais dire, de docteur Mukwege, ce film sera finalement projeté à Kinshasa. Alors, commençons par le premier point.
Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Je ne saurais pas voir vos questions sur mon écran. Je ne vois pas les gens qui se sont déjà inscrits. J'espère que je serai à mesure de voir vos commentaires et vos questions. Je ne vous blâme pas pour cela. Je crois que c'est moi. Je dois essayer un peu de voir ce que je dois faire. Parce qu'apparemment, là, vos likes et vos questions n'apparaissent pas sur mon écran. Voilà. Alors, le premier point, les journalistes congolais Jacques Makan limogé par la BBC. Le tout premier qui m'a informé de ça, j'allais dire, donc j'ai appris ça par la bouche de M. Patrick Mbeko. Vous savez, Patrick Mbeko commente l'actualité politique au Congo et a fait des analyses au Congo, dans les Grands Lacs, même en Afrique. C'est un compatriote congolais qui est très proche de M. Honoré Mbanda, qui fut le conseiller en matière de sécurité du fait maréchal Mobutu, paix à son âme, et qui fut aussi patron des services de renseignement comme Zaïwa à l'époque. Donc, il a écrit des livres, et il a co-écrit un livre avec M. Honoré Mbanda. Il intervient dans les médias africains. Voilà. Alors, j'ai entendu ce qu'il disait. Il disait, voilà, le journaliste Jacques Makan a été limogé par le simple fait qu'il avait accordé une interview, qu'il avait plutôt interviewé Monsieur Charles Onana, qui est un journaliste d'investigation camerounais, qui a écrit un certain nombre de livres, notamment il a fait l'enquête sur la mort du journaliste burkinabé Zongo. Il a écrit sur la situation de la RDC et des Grands Lacs en général. Donc, et c'est suite à cette interview que M. Jacques Makan, qui est notre compatriote, a été limogé, et la BBC a une station basée au Sénégal, c'est là où il travaillait. Il y a un message qui circule pour soutenir notre compatriote, et nous souscrivons à cela. Mais au-delà de cette campagne pour soutenir notre compatriote, les journalistes, nous nous sommes posé la question de chercher à savoir pourquoi il a été limogé. Et nous sommes allés plus loin en nous disant, bon, quand on engage quelqu'un, quand on donne de l'emploi à quelqu'un, il y a toujours un contrat. Quels sont les termes des contrats de travail qui lient notre compatriote Jacques Makan à la BBC? Parce que si son limogeage ne s'est pas fait dans le respect des termes et des conditions du contrat de son emploi par la BBC, il a droit de porter plainte contre la BBC. C'est vrai que nous pouvons mener la campagne, mais notre campagne, c'est bien, mais pour que notre compatriote recouvre ses droits, s'il a été abusivement limogé, il faut quelque part qu'il engage des avocats et que ces avocats jettent un coup d'œil profond sur les contrats de travail qui est lié à la BBC pour voir s'il n'y a pas eu quelque part abus de la part de la BBC dans le limogeage de notre compatriote. Mais au-delà de cela, nous avons voulu savoir pourquoi. Quel était le contenu de l'émission? L'émission était autour de quoi? Parce que nous devons toujours chercher à savoir les causes réelles des phénomènes que nous voyons, hein, au lieu de nous limiter seulement à réagir à ce que nous voyons, mais quand nous connaissons les causes,
notre réaction sera beaucoup plus réfléchie. Alors aujourd'hui, je suis tombé sur une interview de M. Charles Onana. Charles Onana vient d'écrire un livre dont le titre est Rwanda. Je cite maintenant, « On nous a menti pendant 25 ans ». C'est ça le titre du livre. Et M. Charles Onana a été interviewé par notre compatriote qui faisait son travail autour de ce livre. Et dans ce livre, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel de ce livre, Charles Onana est en train de démontrer, je viens de le suivre, il est en train de démontrer que la version connue autour du génocide et du pouvoir de Kagame, du génocide rwandais et du pouvoir de Kagame, de la mort d'Abiyarimana, de l'invasion de la RDC, il dit, ce qu'on nous raconte, c'est en contradiction avec ce qu'il a trouvé dans les archives des Nations Unies concernant cette crise rwandaise qui a finalement touché la RDC de manière très dramatique. Cette interview de M. Charles Onana, ce n'est pas celle qu'il a accordée à la BBC, mais plutôt, il a fait une interview avec la radio Sputnik. Et l'interview a été faite le 11 février 2020. Ça veut dire que c'était hier, c'est récent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les 12. En tout cas, du moins, pour la partie du monde où je me trouve. Nous avons suivi cette interview du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo où il est en train de parler du livre, comme il l'a fait avec la BBC. Maintenant, il le fait avec un autre média. Il est en train de parler du livre qu'il vient d'écrire. Et je vais vous balancer quelques extraits de cette interview. Pourquoi? Parce que ce que M. Onana dit est très révélateur par rapport au combat qui existe entre les États-Unis contre certaines puissances étrangères autour de l'Afrique et particulièrement autour du Grand Lac. Parce que quand on n'a pas la vue, l'appréhension du problème, on risque de prendre les choses de manière partielle, excusez-moi. De manière très partielle. Un instant. De manière très partielle, et ça risque de fausser notre façon de voir les choses. En fait, le limogeage de notre compatriote, ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Derrière ce limogeage, il y a un combat terrible, un combat d'éléphants. Et lui n'est qu'un petit arbre qui est en train de payer dans ces combats. Nous allons suivre un extrait d'abord de ce que Charles Onana dit, suivons tous ensemble, ensuite je vais revenir. Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je le disais en introduction, je me rappelais, vous aimez les sujets difficiles. Mais pourquoi ce livre qui revisite l'opération turquoise et le génocide rwandais, maintenant, et dans quel but? C'est très simple, c'est parce que l'histoire officielle est fausse, et c'est surtout parce que pendant 25 ans, on a essayé de nous imposer une version, alors même que des archives étaient ouvertes aux États-Unis et dans d'autres pays, mais enfin, tous les pays ne veulent pas ouvrir leurs archives, et on comprend pourquoi. Mais lorsque j'ai consulté les archives des Nations Unies, je me suis rendu compte qu'on nous a beaucoup menti. Et donc, j'ai essayé tout simplement de faire avancer le débat, de permettre qu'on sorte progressivement de la zone émotionnelle pour aller vers la zone rationnelle pour que les gens comprennent réellement ce qui s'est passé. Donc, vous comprenez,
le but de ces livres, c'est de donner une autre version sur l'opération turquoise. C'était une opération décidée par les Nations Unies et on avait envoyé des troupes françaises au Congo. Alors, lui, il essaye, par rapport aux archives qu'il a consultées, de contredire la version qui était répandue depuis très longtemps. Il va plus loin, ce ne limite pas à dire ce que les archives disent par rapport à cette opération française. Il explique l'exécution du plan des Américains pour l'invasion de la RDC, particulièrement de l'Est du pays, pour avoir la mainmise sur les minéraux qui sont à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais vous allez comprendre tout de suite, parce que je ne peux pas balancer toute l'émission, quand vous suivez M. Charles Onana, il vient quelque part pour justifier. En fait, la version qu'il donne vient justifier la France qui était accusée de vouloir défendre le régime décadent des génocidaires qu'on venait de démettre au Rwanda. M. Charles Onana écrit ce livre, il le publie aujourd'hui, pendant que la France et le Rwanda sont maintenant en bons termes. La preuve en est que nous avons fait des émissions là-dessus. Madame Louise Mushikwabo, qui est la secrétaire générale de la francophonie, a obtenu ce poste grâce à l'appui de Paris, donc de la France, contre l'avis de la majorité des intellectuels francophones. Parce que le Rwanda, aujourd'hui, c'est un pays qui a pour langue officielle l'anglais. Le président rwandais fait ses discours en anglais. Donc, la langue du gouvernement, la langue des institutions, c'est l'anglais. Et le Rwanda a joué un rôle important dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Les crimes commis par des militaires rwandais sont documentés. Vous pouvez les consulter dans les différents rapports de l'ONU. Donc, c'était scandaleux que Kagame, qui vilipendait la France, qui accusait la France d'être complice du génocide rwandais, que par un coup de baguette magique, le Rwanda puisse présider à la destinée de la francophonie. Alors que le Rwanda a déstabilisé le plus grand pays francophone du monde, qui est la RDC, son voisin. C'est important que je dise cela. C'est pendant ce temps ici que le Rwanda et la France sont en attente que M. Charles Onana publie ce livre. Quand vous suivez toute l'émission, Charles Onana montre combien les Français ont eu du mal à dénoncer l'action ou les rôles que les Américains ont joués pour la prise du pouvoir par Paul Kagame au Rwanda et les rôles que les Américains ont joués à travers Paul Kagame pour avoir la même mise sur le minerai du Congo. C'est ça le propos de M. Charles Onana. Maintenant, dans son récit, il montre que les États-Unis dans ce rôle-là n'étaient pas seuls. Quelque part, il y avait le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne, si je peux réduire ça comme ça.
Nous savons tous, parce que nous parlons de limogeage de notre frère Jacques Macan par la BBC. La BBC est comme la RFI, comme la Voix de l'Amérique, comme à l'époque nous appelions Radio Moscou. Ce sont des médias qui sont financés par des gouvernements des différents pays d'où proviennent ces médias. Donc, ces médias-là ne peuvent pas se permettre, étant donné ce sont des médias financés et même créés à un certain moment, parce qu'il y en a d'autres créés, ce sont des médias qui, dans leur discours, doivent tenir compte des gouvernements de leur pays. C'est très important. Deuxième élément que je voudrais démontrer ici, ce livre indexe les États-Unis et la Grande-Bretagne. Venir en parler dans les médias britanniques, c'était pécher contre les intérêts britanniques. Mais est-ce que dans les contrats de notre frère, notre compatriote Jacques Macan, pardon, excusez-moi, est-ce qu'il était dit quelque part qu'il ne peut pas interroger quelqu'un qui a des positions qui sont contraires aux intérêts du gouvernement du Royaume-Uni? C'est pour cela que j'ai dit que lui, notre frère Jacques Macan, parallèlement à la campagne que nous sommes en train de mener pour dénoncer son limogeage, il doit absolument engager une action en justice contre la BBC et au besoin publier les contrats de travail qu'il est lié à la BBC, à l'opinion. Parce que s'il s'avère que dans son contrat de travail, il lui était dit clairement qu'il ne pouvait pas interviewer des gens qui ont des positions connues contre le gouvernement britannique, en ce moment-là, il aura péché contre les contrats qui les lient à la BBC et on ne pourra pas mener la campagne, nous autres, nous ne pouvons pas mener la campagne contre la BBC parce que lui avait déjà accepté. Mais si tel n'est pas le cas, alors nous devons continuer à dénoncer, mais alors lui, comme je l'ai dit, doit aller en justice pour recouvrer ses droits. Cette question ici révèle combien les combats entre les grandes puissances sur l'Afrique a des implications au plus bas niveau et parfois les gens ne se rendent pas compte pourquoi je suis victime de telles choses parce qu'ils n'arrivent pas à retracer les combats jusqu'au plus haut niveau. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Lisez tous les livres de Charles Onana. Vous allez vous rendre compte que tous ces livres sont dirigés, je pèse bien mes mots, contre les anglophones. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Tel n'est pas mon problème. C'est un constat que je fais. Je constate tout simplement que l'action des anglo-saxons en Afrique, particulièrement dans les Grands Lacs, est dénoncée par M. Charles Onana dans tous ses livres. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il dit vrai? Ça, ce n'est pas mon problème, mais je constate sa direction. Je voudrais vous faire comprendre une chose. Dans ces combats entre les grandes puissances, on recrute des chefs d'État. Chaque puissance essaie de recruter donc des politiciens. On recrute des journalistes. On recrute différents intellectuels qui peuvent influencer l'opinion publique africaine sur certaines questions spécifiques. Et en fonction des intérêts de ces puissances-là.
Je dis bien en fonction des intérêts de ces grandes puissances, pas forcément en fonction des intérêts des Africains. Les États-Unis le font, les Français le font, la Russie le fait. Vous le savez dernièrement, M. Kémy Séba qui dénonce la France-Afrique, donc l'action de la France en Afrique. Vous savez que son message a été relayé en Afrique de l'Ouest, sérieusement. Et surtout à l'occasion de cette crise dans le Sahel, avec la présence des terroristes. On a vu des artistes sortir, des artistes de renom, qui ont une grande audience, sortir pour dénoncer l'action de la France, l'accuser de complicité avec les mouvements rebelles qui agissent au Mali, dans le nord du Mali, au Burkina Faso, hein, et au Niger, et dans d'autres pays voisins de ces pays cités. Alors, la France va accuser M. Kémy Séba comme un agent de la Russie. Je vous ai dit que la Russie, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France sont engagés dans ces combats dont ces combats qui se passent autour de l'Afrique. Parce que tout le monde est en train de dire l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Alors, on se pose la question quand on dit l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Est-ce que c'est le monde avec Afrique ou bien c'est le monde seulement occidental? Le monde, ça veut dire la Chine. Le monde, ça veut dire la Russie. C'est très important. Monsieur Jacques Makand, je pense que il a payé, si ce n'est pas inscrit dans son contrat, qu'il ne devrait pas interroger une personne comme Jacques Onana, surtout pas autour de ces livres qui indexent l'action des États-Unis dans la crise rwandaise et congolaise, ainsi que l'action des Britanniques. Si, disais-je, dans son contrat, il n'y a rien qui dit qu'il ne puisse pas interroger des gens comme Jacques Onana, et surtout pas autour d'un tel livre, alors là, il est en droit d'aller en justice. Alors là, il est victime. Mais s'il le sait qu'il ne devrait pas l'interroger, là, il n'est pas victime. C'est-à-dire, il devrait connaître ce qui allait lui arriver. La BBC, c'est un grand média qui est très suivi en Afrique, et la voix et donner le micro de la BBC à M. Jacques Onana, c'est atteindre des millions d'Africains, et cela a fait mal. Au-delà, le gouvernement rwandais qu'on accuse d'avoir fait du lobbying pour que M. Jacques Makand soit limogé, le gouvernement rwandais dément complètement d'avoir fait du lobbying, des démarches pour que notre compatriote soit limogé. J'ai dit, ça peut être du mensonge, mais ça peut être aussi la vérité. Pourquoi? Avant même que ce livre ne gêne le Rwanda, ce livre gêne d'abord par son contenu, ça gêne les États-Unis, ça gêne la Grande-Bretagne, ça gêne même l'ONU. Je vais vous faire suivre un autre extrait pour que vous puissiez comprendre. Mais ce livre ne gêne pas la France. Par contre, ce livre justifie la France. Mais laquelle France, d'après les propos de Jacques Onana, n'a pas suffisamment élevé sa voix pour dénoncer le rôle des États-Unis dans ce qui est arrivé dans les Grands Lacs. Suivant. Je crois que vous avez travaillé pendant 10 ans pour ce livre, donc c'est la raison pour laquelle ça sort maintenant ou il y a une raison particulière dans l'actualité?
Non, il y avait tout simplement le fait que j'avais accédé à beaucoup d'archives, mais je n'avais pas encore accédé à une bonne partie des archives du Conseil de sécurité des Nations Unies parce que c'est là-bas que les choses se sont décidées. Et en accédant à ces archives-là, j'ai pu me rendre compte que la plupart des choses qui étaient connues, eh bien, ne correspondaient pas à ce qui s'est passé. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu que on puisse avoir à la fois les différentes positions des acteurs, mais surtout qu'on identifie tous les acteurs extérieurs qui ont participé à cette tragédie. Donc, votre livre est vraiment, selon la manière dont on le vend, c'est-à-dire qu'il est vraiment plein de révélations nouvelles. Absolument, beaucoup. On y reviendra. Mais dites-moi, alors, est-ce que vous avez été surpris par les réactions à la sortie de votre livre, qui vient donc de paraître? Vous savez que l'on vous traite de révisionniste, voire de négationniste. Que répondez-vous à vos détracteurs? D'abord, que je n'ai pas l'habitude d'insulter ou d'injurier des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est mon éducation. On m'a appris à être poli, correct vis-à-vis des gens quand ils pensent ou quand ils disent des choses. Voilà. Je voudrais faire remarquer une chose. Ce qui est étonnant dans cette interview, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. Monsieur Charles Onana doit être au courant que suite à l'interview qu'il a faite avec notre compatriote Jacques Macante, notre compatriote a été limogé. Et je répète encore, si dans son contrat de travail, il n'a rien violé, donc il a été limogé injustement. Monsieur Onana doit certainement être au courant parce que c'est sur la place publique, c'est dans les réseaux sociaux, c'est dans le média, il doit être au courant. Mais je constate du début jusqu'à la fin, cette interview, il a fait celle que dont je vous balance les extraits, il l'a fait hier, le 11. Nulle part, M. Jacques Onana, quand on lui pose la question sur la réaction de certaines personnes contre son livre, nulle part, M. Charles Onana fait mention du limogeage de notre compatriote Jacques Macante. C'est très étonnant. Alors qu'il devrait être le premier à compatir avec notre compatriote. Il n'en fait pas mention. Je vous recommande de suivre ça sur YouTube. Le titre, c'est Rwanda. Entre guillemets, on nous a menti pendant 25 ans. C'est sur Charles Onana. C'est sur Radio Spout. C'est publié par Radio Spoutnik. Voilà. Nulle part, ça m'a étonné, monsieur Charles Onana parle de ce qui est arrivé à notre compatriote. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce qu'il le fait de manière volontaire? Point d'interrogation. Nulle part, je dis bien nulle part, il compatit à ce qui est arrivé à notre compatriote, alors que notre compatriote a perdu son emploi parce qu'il avait interviewé M. Jacques Onana. Si lui peut joindre cette campagne, si lui peut commencer à dénoncer ce qui est arrivé à notre frère, ça serait une bonne chose, ça donnerait du tonus à cette campagne. Mais pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi a-t-il loupé l'occasion pendant cette interview de dénoncer ce qui est arrivé à notre compatriote? C'est question mark. Monsieur Charles Onana révèle un certain nombre de choses dans cette vidéo. Il révèle, disais-je, le plan des Américains pour déstabiliser Mobutu et enfin mettre la main sur les richesses du Congo au travers du Rwanda. Et il montre combien les Américains ont tenu à ce qu'une seule version soit connue de ce qui est arrivé au Rwanda et au Congo. Il prouve que le nombre de morts au Congo
dépasse de loin le nombre de morts au Rwanda, et on parle peu de ce qui est arrivé au Congo, mais on parle plus de ce qui était arrivé au Rwanda. Tout cela est vrai. Mais il pose une question fondamentale. Il dit, mais pourquoi les Américains ont-ils soutenu le Rwanda? Et il répond à la question pour mettre la main sur les minéraux du Congo. Mais la question que l'on doit se poser maintenant, aujourd'hui, nous savons tous qu'à un moment donné, sous le leadership de Barack Obama, les Américains avaient fait pression sur le Rwanda publiquement. Je dis bien publiquement. Mais c'est Ross Feingold, qui était l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, donc qui occupait la fonction qu'occupe aujourd'hui Peter Pham, qui est en séjour à Kinshasa, était passé même sur RFI, avec des menaces voilées contre les Rwandais, et finalement Kigali avait procédé au retrait des militaires de M23 qui avaient occupé Goma et d'autres territoires du Nord Kivu. Est-ce que le rôle du Rwanda a cessé? Pourquoi? Parce que nous parlons souvent de la balkanisation, de l'invasion du Congo, de l'occupation, les termes utilisés par des amis de Charles Onana, parce qu'il ne s'en cache pas, il est ami à M. Mbeko qui est très proche de M. Ngbanda. Alors, la question que l'on doit se poser, est-ce que la politique américaine, après l'étape d'installer Kagame au pouvoir, pour avoir renversé Abiyarimana, après maintenant qu'ils ont la même mise sur le minerai du Congo, à l'est de la République, que les Américains demandent aux Rwandais de récupérer leurs troupes, de les retirer du Congo, on doit se poser, il y a quand même une évolution qui ne peut pas être passée sous silence. On doit se poser la question, qu'est-ce que font les Américains aujourd'hui? À quel niveau de leur plan, hein, l'exécution de leur plan se trouve? Nous devons situer cela. Je pense qu'il y a eu une évolution. Je pense que ils ont utilisé le Rwanda et le Rwanda a fait le travail. Maintenant, ils cherchent à continuer leur plan sans le Rwanda. Ça, c'est mon analyse. Mais il y a des gens, des intellectuels, qui sont sous l'influence d'une puissance en Europe, suivez mon regard, qui ne veulent pas évoluer dans leur discours, qui utilisent certains conflits locaux pour continuer à inculquer dans la tête des Congolais que le plan des Américains continue dans le sens de l'occupation. Alors que nous savons que les RCD Goma, par exemple, un mouvement très proche de Kigali, créé par Kigali, avait occupé la plus grande partie du territoire congolais à un moment donné, alors que nous savons, le MLC, qui était à la solde de l'Ouganda, avait occupé une bonne partie du territoire congolais. Si fondamentalement les Américains avaient le plan de balkaniser le Congo, c'était alors l'occasion en or. Parce que quelque part, et les RCD et les MLC étaient des mouvements à la solde des deux pays qui ont joué un rôle majeur pour les renversements de Mobutu, pour l'agression de la RDC, pour l'exploitation illégale des richesses du Congo à l'est de la République. Les MLC et les RCD
recevait des ordres de Kigali et de Kampala. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, que le MLC et le RCD et d'autres mouvements, parce qu'il y avait beaucoup de RCD, tous ces mouvements à la solde du Rwanda et de l'Ouganda, puissent se rendre en Afrique du Sud et s'entendre avec le gouvernement central qui était dirigé par Joseph Kabila, qui lui-même était aussi à la solde du Rwanda. C'est au fait, ce sont les Américains qui avaient refusé la balkanisation du Congo. Je pense que les Américains, pour motiver les Rwandais à entrer au Congo, il fallait qu'ils trouvent un discours qui les intéressait. Parce qu'ils connaissaient les appétits expansionnistes de Kagame. Alors, ils ont caressé Kagame dans le sens de poil. Ce dernier s'est engagé. L'Ouganda s'est engagé, chacun espérant qu'à un moment donné, ils vont avoir une partie du territoire du Congo, ou alors, ils vont balkaniser, créer un nouveau pays qui sera issu de cette balkanisation, et ce pays sera à la solde du Rwanda et de l'Ouganda. Mais ils se sont rendus compte que tel n'était pas réellement le plan des Américains. Ça, c'est mon analyse. Tel n'était pas le plan des Américains. Donc, pour dire vrai, ils n'étaient pas au courant de tout ce que les Américains avaient prévu pour la RDC. Ils ont été plutôt utilisés pour diminuer l'influence de la France et de la Belgique dans cette partie de la République, des Grands Lacs, de l'Afrique, et surtout beaucoup plus dans la suite des temps, diminuer, contrer l'avancée de la Chine. Parce que c'est ça l'enjeu. Ils se rendent compte qu'après, ah non, ça nous échappe. L'agenda est beaucoup plus grand que ce que nous pensions. Et c'est là où il y a la frustration des Kabila, des Kagame, même des Museveni. Et vous allez vous rendre compte la montée en influence de l'Angola sur le dossier RDC dans la sous-région. Vous avez Kagame qui a exprimé sa frustration. Il l'a dit devant un journaliste australien. Quand il était arrivé à dire, mais tous ceux qui sont même là au plus haut niveau du gouvernement, qui n'est pas en contact avec nous, mais souvent les gens récupèrent ça. Mais c'est des choses qu'ils ne disaient pas. C'était une réaction. Parce qu'à un moment donné, il commençait à se rendre compte que même Kabila avait été utilisé par les Américains pour mener une campagne contre lui. Parce que Kabila pensait-il que les Américains allaient sauvegarder son pouvoir s'ils faisaient leur jeu qui consistait maintenant à dénoncer la présence rwandaise en RDC. C'est comme ça que Kagame dira, dans cette interview, il a dit, j'ai appelé Kabila, je lui ai dit, est-ce que tu es derrière ça? Donc, tous se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas à fond le plan, les visées de plan des Américains dans les Grands Lacs. Et je me pose la question, si jusqu'aujourd'hui, nous connaissons à fond, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'enjeu, comme je l'ai toujours dit, ce sont les minéraux et des minéraux stratégiques qui sont au Congo. Donc, parce que j'en parle dans le cadre de notre compatriote Jacques Macante, je voudrais clore ce point. Nous soutenons la campagne qui consiste à dénoncer son limogeage, que nous espérons qui enfreint les termes du contrat qui les lie à la BBC. Nous espérons. Nous dénonçons, mais nous nous sommes sentis dans le devoir de creuser pour montrer que ce qui arrive à Jacques Macante n'est qu'un symptôme d'une très grande maladie. Donc, c'est limité à traiter les symptômes, à en parler seulement des symptômes, sans voir la vraie cause, ça serait une démarche pas efficace.
Voilà, sur ce point, ce que je voudrais dire. J'aborde le deuxième point. Je ne sais pas si on va terminer tous les trois points. Et puis, je dois avouer que aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je ne vois pas vos commentaires. Il n'y a aucun nom qui apparaît. Je ne vous blâme pas pour ça. C'est de ma faute, peut-être. Ou bien, ce sont les caprices de la technologie. Mais je vous recommande de suivre M. Jacques Onana, même si sur certains points, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que depuis toujours, j'ai toujours considéré, il est dans une démarche qui consiste à dénoncer l'influence anglo-saxonne en Afrique. N'oubliez pas, M. Jacques Onana, il est ressortissant d'un pays où il y a une crise entre les anglophones et les francophones. Ça, il ne faut pas oublier. Et vous voyez l'implication des États-Unis dans cette crise. M. Tibor Nagui s'y était rendu. Les Américains, les Français sont en train de craindre, d'après mes informations, qu'on utilise ce clivage historique et linguistique entre les anglophones et les francophones au Cameroun pour balkaniser les Cameroun. Et ça serait intéressant d'entendre M. Jacques Onana sur cette situation. Parce qu'au moins là, ça se passe dans ce pays. Ça serait très intéressant. Ça serait intéressant d'entendre le rôle que joue le président du Cameroun, qui n'est pas un démocrate, c'est un autocrate connu, un autocrate moribond. Ça serait intéressant qu'on l'on sache, il est à la solde de quelle puissance entre les États-Unis et la France, monsieur Paul Biya. Monsieur Onana, souvent, n'intervient pas dans les dossiers camerounais. Et moi, sur base de ses écrits, de ses interventions, je prends le risque de dire qu'il serait en train d'avancer l'agenda de la France dans l'opinion publique congolaise, dans le milieu intellectuel. C'est l'homme qui porte, un des hommes qui porte les cris douloureux de la France qui est en train de perdre du terrain en Afrique. Il y a un combat entre les puissances concernant l'Afrique. Et vous n'avez qu'à lire les articles des journaux français quand le sommet France-Russie, qu'est-ce que je dis, Afrique-Russie, s'est tenu à Sochi en Russie, combien la France était très critique vis-à-vis de Poutine. Parce que ce sommet-là était un succès, au moins du point de vue de la participation, du nombre des chefs d'État africains qui avaient participé à ce sommet-là. Et j'ai pu parler à certaines personnes qui étaient à Sochi, après leur retour. La France n'a pas caché ses inquiétudes vis-à-vis de certains pays africains par rapport à la présence russe. Des ambassadeurs français, je sais de quoi je parle, sont allés rencontrer des chefs de gouvernement, des hommes d'affaires, des chefs d'État, pour exprimer leur inquiétude par rapport à la présence russe en Afrique. Donc c'est très important. Il y a des Africains, des intellectuels, qui profitent de la misère de l'Afrique, laquelle misère est occasionnée par des puissances extérieures, et qui sont financés par certaines puissances extérieures, qui sont en rivalité contre d'autres puissances extérieures. Ils viennent parler comme si ils défendaient l'Afrique. En réalité, ils sont en train de faire le travail de celui ou de ceux qui les ont employés. C'est très important. Et c'est un discours très séducteur, parce que c'est un discours qui est appuyé par des faits, des méfaits des uns en Afrique, mais qui occultent les méfaits des autres en Afrique. C'est très important. J'aimerais que monsieur Charles Onana, qu'il parle de la Côte d'Ivoire, de la crise en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une crise en gestation en Côte d'Ivoire, avec Ouattara, qui est un agent colonial. Ouattara est pour le maintien du franc CFA. Il l'a dit ouvertement. Ouattara est venu avec cette histoire d'écho, qui c'est du bluff. En réalité, rien n'a changé. Aujourd'hui, le Nigeria
et c'est un élément révélateur, demande que l'utilisation de l'écho soit suspendue. Donc, les Africains ne doivent pas se tromper. Quand on veut nous flouer, on utilise les sommités intellectuelles que nous avons en Afrique, des gens éloquents, des gens très bien articulés dans leur discours, des gens très bien renseignés, pour venir séduire une partie de l'opinion congolaise, de l'opinion africaine, en faveur d'une puissance extérieure. C'était là mon propos par rapport à ce qui est arrivé à notre compatriote, les journalistes de la BBC, Jacques. Et j'aimerais ajouter un autre élément. Vous avez vu par exemple qui Meko, quand il a dit non, mais voilà, c'est la même opération. Lui, il a été victime, il voulait aller parler dans certaines universités de ses livres par rapport à la crise au Congo, et on lui a jamais donné l'autorisation parce que les Rwandais ne veulent pas. Moi, je dis, ça serait réduire les choses que de parler des Rwandais seulement. Il faut parler de ceux qui sont derrière le Rwandais, mais au-delà, il faut aussi parler de ceux qui s'opposent à ceux qui sont derrière le Rwandais. En l'occurrence, la France, la Russie et la Chine. Tant qu'on ne dit pas pourquoi on est en train de s'opposer à l'action des Américains, des Britanniques en Afrique, ça serait aussi tricher vis-à-vis de l'opinion publique africaine. Et il va plus loin, Mbeko, qui vilipendait M. Félix Tshisekedi, disant que c'est une marionnette des Rwandais. Et il va plus loin, il dit que M. Félix Tshisekedi s'engage aussi dans cette lutte, dans cette campagne contre le limogeage de M. Jacques Makand. Alors on se pose la question, il y a un problème de logique ici. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout dans son discours. Comment peut-il accuser M. Félix Tshisekedi sur la place publique en disant c'est une marionnette de Kigali et demander à ce dernier de mener une campagne contre le Rwanda parce qu'il dit que c'est le Rwanda qui est derrière le limogeage de M. Jacques Makand. C'est illogique. Ou bien alors, il avait menti quand il avait dit que M. Félix Tshisekedi est à la solde du Rwanda, ou alors, il s'est contredit. Il ne sait pas ce qu'il dit. My goodness. Ou alors, il s'est contredit, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc, voilà ce que moi je voudrais dire sur ce sujet. Le deuxième sujet, rapidement, parce que mon temps est parti. M. Peter Pham est arrivé à Kinshasa après que le président de la République ait annoncé l'arrivée de M. Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Peter Pham est arrivé avant même que Mike Pompeo arrive à RDC. Et nous avons expliqué à quoi consiste le travail de Peter Pham, parce que lui-même en avait donné la description. Et le rôle d'un envoyé spécial, pourquoi on nomme un envoyé spécial, c'est un renfort de la diplomatie classique sur une question. Et c'est aussi souvent l'urgence qui justifie la création d'un tel poste, mais aussi la taille de l'enjeu. Nous n'allons pas revenir sur ça. Alors, Peter Pham est arrivé à Kinshasa le 10. Il a pris langue avec les acteurs de la société civile, notamment. Il y a un évêque anglican. Il a pris langue avec le cardinal Ambongo, qui est catholique. Il a pris langue avec des activistes congolais, tels que le coordonnateur de Filimbi, comment il s'appelle encore, j'ai oublié le nom, pas... Apparemment, je dis apparemment, Filimbi a des tendances maintenant, apparemment. Vous avez d'une part Filimbi pro, j'allais dire pro Moïse Katumbi, ou alors pro Soros, parce que j'en connais un peu, je sais de quoi je parle. Mais vous avez aussi Filimbi pro
qui est tendre plutôt avec l'IMT. Donc, il a reçu un acteur, un dirigeant de Filimbi. Ils ont parlé de la situation politique à RDC. Il a reçu des jeunes qui ont fait des cours de Yali sur le leadership, sur la lutte contre la corruption. Et il est arrivé au Congo au moment où l'ambassade des États-Unis était en pleine organisation des leçons contre la corruption. Et par rapport à cela, nous voyons qu'il y a une préparation d'une prise de conscience des gens par rapport à la corruption. C'est-à-dire, dans les jours à venir, on doit s'attendre à des marches, à des protestations contre la corruption. Nous avons vu, par exemple, l'UDPS, ses députés et ses militants manifester contre la corruption. Nous avons vu ce que le pasteur Mukuna est en train de faire. Et tous les jours qui passent, il y a des gens qui viennent le rejoindre dans ce qu'il est en train de faire. Et il dénonce la corruption, mais aussi il dénonce la coalition Cash FCC. Et nous voyons aussi d'autres organisations de la société civile, même les médias, dénoncer cette affaire de la corruption. Donc, nous sommes en train de dire, en rapport avec ce que nous voyons être organisé au niveau de l'ambassade des États-Unis, nous sommes en train de dire que dans les prochains jours, et ça j'adresse ça aux gens du FCC, qu'ils le veulent ou pas, donc à Kikaya qui est passé dernièrement, et que les gens de FCC ne le veulent ou pas, le fait qu'ils soient en coalition ne veut pas dire qu'ils sont en repos. Donc dans les prochains jours, on va dénoncer de manière ouverte, il y aura des campagnes de dénonciation. Or, nous, contre la corruption, nous savons que l'FCC s'est embourbé dans la corruption durant tout le règne de Kabila. Donc, ces campagnes vont plus gêner l'FCC. Voilà. Évidemment, avec d'autres nouveaux acteurs, mais beaucoup plus. Contrairement à ce que les gens pensent, ceux qui craignent cette campagne contre la corruption, ceux qui la redoutent plus, ce sont les gens des FCC. Et ils n'auront pas la possibilité de réprimer comme ils le faisaient à l'époque. Ils n'auront pas la possibilité. Parce que déjà, des gens qui sont en train de dénoncer, bon, il y a quelques interpellations, mais à l'époque de Kabila, ça n'allait pas se limiter à l'interpellation. Les gens devaient être en prison. Kabang, ils allaient être entendus par Flori Kabang qui vient d'être limogé, et ils allaient être en prison. Donc, qu'on le veut ou pas, cette ouverture de l'espace politique a permis qu'une action s'engage pour élargir cette ouverture de l'espace politique. Or, plus il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer les violations des droits de l'homme, pour dénoncer la corruption, il faut se poser la question, ça fait mal plus à qui? C'est à Kabila et à ces gens, c'est clair. Mais comme j'ai dit, ils auront du mal à réprimer cela parce que aujourd'hui, Kabila n'est plus le chef de l'État, il n'est plus le commandant suprême des forces armées et de la police congolaise. Donc, si, par mégarde, certaines forces s'engagent à réprimer ces marches, eh bien, il aura agi en rebelle. Et vous pouvez imaginer les conséquences. Donc, je pense que la lutte contre la corruption, comme l'avait dit le président de la République, il avait dit cette année, c'est une année d'action. Je pense qu'il était au courant. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Je pense. Donc, sur ce point, nous attendons que M. Pitafam soit reçu aujourd'hui par le chef de l'État. Il va certainement, à la sortie de son audience, faire une déclaration. Ça va nous éclairer davantage sur son agenda en RD, donc l'agenda de sa visite en RDC. Hier, il a rencontré M. Martin Fayoulou, qui lui a proposé son plan de sortie des crises. Lequel plan il avait proposé aussi à la première ministre belge, et vous connaissez la réaction de la première ministre belge. Est-ce que les Américains auront une réaction différente de celle des Belges? Nous saurons dans les jours à venir quelle est
la réaction qu'aura réservée M. Pitafam à M. Martin Fayoulou, qui représente une frange de Lamouka. Il faut le dire, il ne parle plus le même langage. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet. Alors, le film de le prix Nobel docteur Denis Mukwege sera finalement projeté aujourd'hui à Kinshasa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une avancée. Il y a une avancée parce que la projection de ce film était strictement interdite par le régime de Kabila, parce que ça gêne le régime de Kabila, parce que ça gêne même le régime de Kigali, hein? Parce que ça gêne aussi des groupes armés. Hein? Il ne faut pas seulement voir des étrangers, ça gêne aussi des groupes armés qui sont tenus par des Congolais. Donc, c'est quelque chose de positif et je pense que ça va davantage ouvrir les yeux des Congolais, au-delà de la visibilité que ça va donner plus au docteur Mukwege à l'intérieur du pays, mais c'est surtout le problème des viols. Les gens verront, comprendront, vont identifier clairement au niveau des couches les plus basses de la société qui sont derrière ça. Et c'est là, ce n'est pas l'avantage du régime de Kabila. Pas du tout. Et en moins encore, ce n'est pas l'avantage de Mabunda, parce que Janine Mabunda a été, à un moment donné, au front sur le plan international, avec l'argent du contribuable congolais, pour mener une campagne contre la campagne de sensibilisation du docteur Mukwege. Et nous avons des documents, nous connaissons les lobbies que Madame Janine avait touchés pour essayer de redorer l'image de Joseph Kabila et de son régime par rapport à cette histoire de femmes violées à l'est de la République. Je termine par là. Aujourd'hui, malheureusement, les questions n'ont pas apparu. Je dois vous laisser parce que je dois répondre à un rendez-vous d'un médecin pour ma fille. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre. Partagez cette analyse. Nous allons revenir selon que la situation politique va évoluer ou l'actualité politique. N'arrêtons pas de prier parce que quand on observe très bien, il y a une lueur d'espoir sans doute sur la RDC. Il y a une lumière qui s'élève, peut-être lentement, mais je vous dis que beaucoup de choses vont sortir et il revient aux leaders politiques congolais, aux autorités politiques congolaises, à la population, aux acteurs de la société civile, de saisir la balle au bon, de profiter de cette donne pour relever notre pays sur le plan économique, d'abord et social, et ensuite, un jour, je l'espère, qu'il y aura un tribunal spécial sur la RDC, je le crois, hein, et ça se fera. Merci beaucoup, toutes les bonnes choses, que Dieu vous bénisse, bye bye.